déboucher sur des actions concrètes qui puissent faciliter la vie des PME que vous êtes sur l'approche de la RSE. Donc effectivement... Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est ça. Ah, voilà. Catherine disait tout à l'heure qu'effectivement la RSE c'est une démarche globale, c'est une démarche de progrès, certes, mais aujourd'hui il est parfois peut-être difficile de rentrer justement tout de suite dans l'approche globale. Alors quelle que soit la clé d'entrée que vous pouvez avoir, je crois que c'est le bon prétexte, le bon moment, la bonne occasion de commencer à mettre un pied dans la RSE. Donc que vous rentriez sur une clé innovation, on l'a vu, hein, recherche et développement, diversification comme l'a fait Cyril, que ce soit parce que vous souhaitez diminuer vos impacts sur l'environnement, mieux gérer vos matières premières, les ressources, mieux gérer votre énergie, parce qu'il y a des questions de performance et de compétitivité de l'entreprise qui sont en jeu, que ce soit sur de l'éco-conception, là aussi pour mieux, rationaliser vos prix de revient, que ce soit sur les achats, que ce soit sur des opportunités de management interne, que ce soit sur le RH, peu importe la clé par laquelle vous souhaitez d'abord entrer dans la démarche, sachez qu'il y a autour de vous un certain nombre de réseaux, et Madame Briand, je sais plus où elle est, là-bas, Madame Briand l'a bien souligné tout à l'heure, partir tout seul, c'est bien, mais c'est toujours beaucoup plus long, beaucoup plus fatigant et beaucoup plus coûteux que de partir à plusieurs. Donc utilisez les réseaux que vous avez autour de vous, pour chercher de l'information, ça c'est un premier niveau basique, mais pour savoir comment les autres s'y sont pris, quelles difficultés ils ont eu à résoudre, et puis après vous allez aussi pouvoir bénéficier d'accompagnement individuel, d'accompagnement collectif, que ce soit par le biais des pôles, on l'a dit, sur les projets collaboratifs, que ce soit par le biais aussi des actions des chambres consulaires, et puis bien sûr ça peut même aller beaucoup plus concrètement sur de la formation de vous-même ou de vos collaborateurs. Donc véritablement, aujourd'hui vous n'êtes pas tout seul. C'est un peu dans cet objectif-là qu'on s'est lancé de manière peut-être un peu présomptueuse, parce que comme le disait Didier, ce ne sera pas exhaustif, mais ce qu'on veut vous faire percevoir, et ce sera mis en ligne dans le courant du projet, c'est qu'effectivement vous puissiez avoir accès justement à des gens qui, à côté de vous, vont pouvoir vous aider à rentrer dans cette démarche RSE. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous citer tous ceux qu'on a déjà identifiés, mais plutôt de vous dire où sont les principales ressources que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit en Bretagne ou que ce soit en Pays de Loire. Donc il y a effectivement, ça a déjà été cité, les chambres de commerce, les chambres de métiers, et puis les collectivités territoriales qui développent des clubs environnement, des clubs RSE, des clubs développement durable. Et là, vous allez y retrouver des gens à la fois comme vous, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, mais aussi d'autres acteurs, parce qu'il y a des associations, des collectivités qui sont aussi dans cette démarche-là. Ça va vous permettre de vous conforter dans votre démarche, d'y trouver de l'info, de savoir comment s'y prendre concrètement, et en fait d'éviter de réinventer le fil à couper le beurre ou l'eau chaude, en vous appuyant sur l'expérience et les pratiques de vos petits camarades. Après, on retrouve ça aussi on est plus là sur des réflexions, on est plus sur de l'information, sur les actions des syndicats professionnels, des clubs de dirigeants, donc ça va de la CGPME au MEDEF, à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, en passant par le CJD, la Jeune Chambre économique, enfin voilà, vous allez retrouver dans un certain nombre d'instances que vous fréquentez déjà. Donc si vous fouinez un peu, vous allez forcément trouver des gens qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner. On peut citer aussi, parce qu'on a parlé des achats, on a parlé de RH, donc il y a aussi des clubs thématiques qui abordent sous l'angle du développement durable. Alors on peut citer le club des acheteurs de France ou le réseau Grand Ouest.
On peut citer aussi, pour revenir sur les clubs territoriaux, des choses aussi différentes que les clubs du pays de Brocéliande, par exemple, qui est tout près d'ici, qui s'engage dans une démarche énergie. Mais il y a l'association des zones industrielles de Carquefou, qui est aussi engagée sur ce genre de sujet. Il y a les entreprises de la Chapelle-sur-Erdre, qui sont aussi sur ce volet de la RSE et du développement durable. Donc vous voyez, on peut retrouver un peu partout des sources d'information, des endroits de partage, voire même des lieux de formation, mais ça, Catherine y reviendra peut-être ultérieurement. Enfin, Didier en a parlé pour Catherine tout à l'heure, c'est ça. Et donc, on va essayer de mettre en ligne tout ça de manière plus précise en vous mettant les contacts, les téléphones, les mails, de manière très opérationnelle, de façon à ce que vous puissiez, vous aussi, avoir accès à ces sujets-là. On a aussi des programmes qui sont pilotés soit par l'État, soit par la région, soit par les deux, soit par l'ADEME, enfin par un certain nombre d'acteurs institutionnels. On peut citer Performance Bretagne Environnement Plus, où là, sur le territoire de la Bretagne, il y a des conseillers qui sont au service des PME pour vous aider à mettre en place des diagnostics environnementaux et ou des diagnostics énergie. Donc là, vous pouvez avoir un premier niveau d'apport de manière assez simple. Il y a aussi au sein du réseau des chambres consulaires des diagnostics performance 2D, en fait performance développement durable. Donc là aussi, vous pouvez vous faire accompagner par des conseillers des chambres. Alors, on s'est aussi cité, parce qu'il n'y a pas de raison, nous on est plus sur le sujet qu'évoquait Madame Briand, sur le montage de projets collaboratifs autour des éco-activités, où on associe des collectivités, des entreprises et des centres de recherche. Et des financeurs aussi, le cas échéant. Et puis des sources d'informations plus génériques. Loïc est là, il s'occupe de Thémavision Éco-Activité, qui est un site que vous pourrez retrouver sur Internet. Et puis il y a Araïs, où là c'est un blog, je crois, où il y a plusieurs sites journalistiques qui regroupent leurs informations sur le développement durable et la RSE. Donc vous voyez, si vous voulez vraiment en local trouver des coups de main, trouver des soutiens, vous en disposez de pas mal. Après, à vous à choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Et donc un des objectifs du projet Apollo, ce sera de vous mettre ça en ligne dans les mois qui viennent. Donc n'hésitez surtout pas à demander à vos interlocuteurs habituels de vous aiguiller. Et puis les pôles, le comité 21 et Éco-Origine sont là aussi pour vous aider à trouver chaussures à votre pied en matière de RSE. Merci. Merci beaucoup. Donc un petit point maintenant sur l'état de l'art au niveau du pôle EMC2 sur la partie Apollo 21 et le RSE au sein du pôle. Donc les pôles de compétitivité sont dans une démarche des pôles 3.0, donc nous venons de retravailler nos feuilles de route, nos contrats de performance, donc les contrats qui nous lient à nos régions, à l'État et à nos membres. Voilà les défis technologiques que le pôle EMC2 a mis en avant dans le cadre de son contrat de performance qui a été signé lui en fin juin avec l'État et avec la région. Vous voyez que là-dedans, il y a effectivement, en termes de développement durable, un certain nombre d'axes qui sont typiquement orientés dans des thèmes que l'on a évoqués ce matin. L'allègement des structures, c'est fondamental dans les domaines d'activité qu'on verra juste après. Sécurité et longévité des produits, on en parlait aussi avec longévité, c'est-à-dire aussi quand je le démantèle, est-ce qu'il a encore de la longévité ou est-ce qu'il finit dans une décharge sous terre quelque part ou en ce qui concerne le naval, pas sous terre mais en mer, dans les dépotoirs qu'on peut voir au bord d'un certain nombre de rivages. Le recyclage et la valorisation des déchets composites, c'est aussi un des... Donc vous voyez, au moins 3 de ces axes de nos défis technologiques concernent directement des problématiques de développement durable. Juste le pôle EMC2, un de nos credos, c'est la fertilisation croisée. Fertilisation croisée des technologies, des marchés
et des territoires. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. C'est véritablement un des éléments qui nous permet d'avancer. Encore une fois, dans l'exemple d'Annie Briand, on voit très bien, on part d'un produit qui va venir en grande partie, puisqu'on raisonne de façon un peu régionale, des bateaux, des composites fibres de verre, du démantèlement des bateaux en fin de vie, ou des déchets que peuvent produire des sociétés comme Bedeto, par exemple, des déchets de production, pour aller vers plutôt des matériaux pour la construction, pour le bâtiment. C'est de la fertilisation croisée. C'est comment, effectivement, mes déchets de production, mes produits en fin de vie, vont resservir non pas dans la même activité, mais dans une autre. Et qu'est-ce qui nous aide à faire ça, nous ? C'est que les membres du pôle viennent de ces différents marchés. L'aéronautique, le naval, le transport terrestre, l'énergie, on parlait de pales d'éoliennes aussi tout à l'heure. Les fabricants de pales d'éoliennes s'appuient énormément sur le travail qu'a pu faire Airbus sur la mise en œuvre des matériaux composites pour mettre en œuvre les matériaux composites qui composent les pales, et on espère aussi qu'en retour, on aura des expérimentations sur le recyclage des matériaux autour de ça. Quelques chiffres très rapidement, parce que ce n'est pas ça le cœur du débat aujourd'hui, mais pour parler un tout petit peu du pôle EMC2, environ 250 adhérents, un budget global de R&D depuis la création du pôle. Alors comme notre ami tout à l'heure, je suis moi aussi dans le pôle depuis sa création. Je suis l'ancêtre aussi. Depuis la création du pôle... Je suis beaucoup plus vieux. Peut-être, mais je pas certain. C'était en 2005. 2005. Oui, nous, le EMC2 a été créé en 2005. Non. Plus d'1 milliard de budget de R&D pour l'ensemble des projets qui ont été labellisés par le pôle. En ce qui concerne les projets financés, 125 projets ont été financés pour un montant de 785 millions. Il faut savoir que ces 785 millions, c'est à peu près entre 250 et 300 millions de financement public. Le reste, c'est les entreprises qui l'ont financé. Donc, c'est à peu près un tiers de financement public. C'est un levier important. On a apporté sur notre écosystème, donc en Bretagne, en Pays de la Loire principalement, environ 300 millions d'euros de fonds publics pour développer ces projets. Alors maintenant, pour être plus concret sur la partie RSE, juste vous voyez 125 projets financés. Sur ces 125 projets, on en a 100 qui ont une relation directe avec les thématiques qu'on a développées ce matin, dans tout un tas de registres. Valorisation des déchets, recyclage des matériaux, par exemple, les thématiques autour des matériaux biosourcés, on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, mais il y a aussi la possibilité d'utiliser des matériaux biosourcés plutôt que des matériaux issus du pétrole. Tous les projets que l'on a autour des énergies marines renouvelables, donc cette fois de la production d'une énergie propre. Alors nous, on travaille plus sur les structures de production que sur la transformation électrique, par exemple, qui serait plus le pôle S2E2, qui est d'ailleurs un pôle qui frappe à la porte de notre projet, parce qu'ils sont évidemment concernés aussi. Les propulsions, donc propulsion électrique, propulsion gaz. Alors propulsion électrique, évidemment, souvent en relation avec le pôle ID4CAR aussi. Le recyclage des matériaux, l'éco-conception. On a des projets très importants, notamment dans le domaine du nautisme. Peut-être un projet d'ailleurs qu'on essaiera de présenter lors de la journée sur l'éco-conception qu'on fera à Nantes au premier trimestre prochain, avec un projet porté par Catherine Chabot, la navigatrice, qui a un très gros projet pour aborder de façon vraiment globale, non pas le voilier du futur, mais l'éco-navigation, donc qui passe à la fois par le comportement. On sait combien un certain nombre de plaisanciers qui se targuent de naviguer sur des bateaux propres n'hésitent pas à jeter les papiers par-dessus bord parce que c'est tellement grand, et on voit ce que ça fait avec le 5e continent qui est en train de se mettre qui n'est pas en train de se mettre en place, qui est en place. L'allègement des structures, j'en parlais tout à l'heure, donc consommer moins, consommer propre, ok, mais consommer moins en allégeant les structures.
Et puis, d'autres aspects, l'aspect de l'entreprise étendue. On est, vous l'avez vu, dans un écosystème, nous, avec des grands... alors, on essaye de ne plus les appeler donneurs d'ordre, mais plutôt têtes de filière. Des grands de la tête de filière, donc pour nous, Airbus, STX, DCNS, Beneteau, par exemple, et leur entreprise étendue, et comment mieux travailler, on en parlait tout à l'heure dans nos discussions, comment vraiment établir des relations différentes entre un donneur d'ordre et un sous-traitant, ou entre une tête de filière et ses partenaires. Alors on avance doucement, mais on avance véritablement. Aujourd'hui, il y a des très gros programmes, notamment sur le naval. Le naval a des très grosses difficultés actuellement et a des très belles perspectives demain. Le naval a encore 9 mois de très grandes difficultés compte tenu des commandes qu'a STX aujourd'hui sur son très grand paquebot, mais qui ne vont démarrer vraiment pour ses sous-traitants qu'au mois de juin de l'année prochaine, alors qu'eux ont découpé leur première tôle maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces entreprises? Vous avez dû voir dans le journal que 4 ou 5 de ces entreprises en région nazérienne ont déposé le bilan dans les 4 à 5 dernières semaines, et c'est pas fini. Donc comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? Là, il y a vraiment un travail qui est en partie financé par STX notamment, et évidemment par les collectivités et tous les moyens de formation du personnel, de préparation à la reprise. Et puis, un autre axe important technologiquement chez nous, comment traiter technologiquement la problématique des TMS, des troubles musculo-squelettiques, avec tout un axe chez nous sur la robotisation et sur la cobotisation, c'est-à-dire la relation entre l'homme et le robot, et ce que vous avez peut-être vu déjà dans les choses un peu futuristes qu'on appelle les exosquelettes, donc des systèmes qui permettent de mettre des dispositifs sur les personnes qui prennent le poids de la charge par eux-mêmes, qui peuvent servir soit pour du médical, pour faire marcher des personnes qui ne peuvent plus marcher, mais là aussi dans l'industrie, pour accompagner des travailleurs sur la pénibilité de leur travail par des moyens technologiques sans nécessairement supprimer leur emploi. Dernier point, une petite synthèse. Donc, prise en compte pour nous du développement durable dans la sélection des projets, en lien avec nos technologies clés, qui sont liées à nos 7 défis technologiques que je mentionnais tout à l'heure. Et puis, mise en œuvre de projets très spécifiquement sur des axes très forts au niveau de l'éco-conception, au niveau du recyclage des matériaux composites. Et puis, un axe sur les retombées sociétales et environnementales des projets. Plus spécifiquement, alors c'est une remarque que vous avez faite tout à l'heure qui est intéressante, c'est ok, vous dites à vos entreprises, il faut que vous fassiez des projets, et comment est-ce qu'on est développement durable, comment on est RSE au sein du pôle EMC2, dans notre équipe, on est une PME de 10 personnes en fait. Première chose, on a décidé là d'embaucher un contrat d'avenir. On considère que un jeune qui va rentrer dans l'écosystème du pôle, au sein de l'équipe du pôle, va être en relation avec 250 membres, donc a toutes les chances derrière de trouver un emploi durable. Et donc on est une porte d'entrée, on a ce moyen-là, on est sous forme associative, donc on bénéficie des contrats d'avenir à plein. Ça nous coûte pas cher, on est des structures qui n'ont pas beaucoup d'argent. Par contre, on peut offrir véritablement une chance à un jeune ou à plusieurs jeunes de trouver un vrai emploi durable au travers des 250 partenaires du pôle et membres du pôle. Deuxième aspect, on développe le covoiturage, on est en train de travailler sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que chaque fois qu'on organise une réunion, on a un certain nombre de personnes qui vont toutes au même endroit, on le sait, qui viennent d'endroits parfois un peu proches. Comment est-ce qu'on peut faire pour venir ensemble de façon organisée et pas simplement avec les sites de covoiturage habituels. Et on est en train de regarder les produits qui existent déjà par rapport à ça. Ça sera d'ailleurs une des missions du jeune qu'on embauche en contrat d'avenir dans les semaines qui viennent. Et puis du développement de plus en plus au sein du projet Océan 21 déjà, vu qu'on est situé en partie à Nantes, en partie à Rennes, de travail par visioconférence ou par audioconférence, histoire aussi de diminuer un petit peu notre impact carbone directement au sein des pôles. Voilà un petit peu pour l'état de l'art Apollo 21 au sein du pôle EMC2 à ce jour. Merci de votre attention. Alors je suis aussi partie des anciens puisque je suis arrivé au Poly des Forcars en 2006. Alors nous on est un pôle, donc quelques slides sur le pôle qui
comme on l'a dit ce matin, est sur trois régions de l'Ouest, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Bon, à peu près 200 adhérents, à peine 130 projets labellisés, puis donc un budget total de 180 millions d'euros en financement. Les marchés donc adressés par le Poly des Forcars, bon, il y a quatre grands marchés. Bon, bien sûr, le marché d'automobile, hein, qui est un peu le créneau historique du pôle, hein, qui au départ s'appelait automobile haut de gamme, qui a progressivement élargi son audience et sa cible industrielle. Alors, marché de l'automobile avec, bien sûr, les grands constructeurs, avec les voitures, je dirais, un peu classiques, thermiques, mais depuis quelque temps, une évolution très importante vers la mobilité électrique et les nouvelles générations de voitures. Un deuxième marché qui lui est beaucoup plus récent au niveau du pôle, c'est tout ce qui concerne le machinisme agricole, les engins off-road. Alors derrière engins off-road, on vient mettre engins de travaux publics, engins de manutention, etc. Et puis également la robotique mobile. On a décidé de partir sur cette thématique parce que là aussi ça correspond au tissu industriel que l'on a en région. Il faut savoir que quand on cumule le potentiel industriel, notamment dans le domaine du machinisme agricole, sur les trois régions de l'Ouest, en Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, on arrive à peu près à 30% du potentiel industriel français. Donc sur le plan industriel, c'est quelque chose de très important. Et la robotique mobile, bon, comme le disait Benoît, il y a aussi des sujets donc, de la robotique, sur la robotique au champ, parce qu'il y a des normes environnementales qui vont apparaître dans le domaine de l'agriculture, qui vont considérablement changer les méthodes de traitement des cultures. Il va falloir développer de nouveaux outils qui vont être des outils mécaniques. Et pour améliorer la compétitivité des exploitations et mettre en œuvre ces outils mécaniques, il va falloir passer par de la robotique et par là aussi de la cobotique. Troisième domaine, donc les véhicules spécifiques. Alors là, on est plus sur le domaine des véhicules techniques, les véhicules de pompiers, les véhicules d'entretien des routes, et puis aussi sur les véhicules de loisirs. Là, le Grand Ouest de la France est aussi une région forte en matière de camping-car, avec Rapido, Pilote, pour pas les citer. Et puis là aussi, très récemment, le nouveau marché donc des services de mobilité. Bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec l'exemple de BMA que vous a cité Isabelle, mais là c'est travailler sur toutes les nouvelles applications en termes de mobilité avec le covoiturage, l'autopartage, etc. Sur le plan technique, quatre grands domaines, les matériaux, architecture véhicule, avec des sujets bien sûr autour du recyclage. On peut citer la mise en place d'un centre de recyclage de déconstruction automobile à Atlantique Recycle Auto qui a fait ses portes ouvertes cette semaine. Véhicules et usages innovants, bon là il s'agit donc d'accompagner les entreprises dans le développement de nouveaux véhicules. Alors pas forcément des solutions innovantes sur le plan technologique, ça peut être des solutions sur étagère, mais ce qui est innovant c'est le véhicule lui-même et son usage. Et puis deux domaines liés plus à l'électronique et à l'informatique, bon, l'intelligence des systèmes embarqués, donc l'électronique dans les véhicules, et puis TIC, mobilité durable, donc là tous les outils TIC qui peuvent permettre de mettre en place de nouveaux usages et de nouveaux services de mobilité. J'ai fait un petit recensement des projets alors qui touchent de près ou de loin le développement durable. Donc moi je suis arrivé à peu près à 70 projets. Alors en gros la moitié qui sont très proches de la problématique du développement durable, puis une autre moitié qui sont un peu plus éloignés, avec une augmentation importante, vous voyez les dernières années, dû en partie à l'apparition des nouveaux marchés, des nouveaux DAS du pôle autour de la mobilité. Avec trois grandes thématiques autour de l'énergie, du sociétal, donc les nouveaux usages. L'énergie, c'est principalement bien sûr les sujets autour du véhicule électrique et puis les sujets de la consommation des véhicules, comme les programmes moteurs de litre qu'on a actuellement. Et puis la mobilité, donc avec les nouveaux types de véhicules. Pour concrétiser un petit peu, moi j'ai voulu vous montrer quelques exemples de projets qui, pour nous, sont liés au développement durable et à la RSE. En véhicules spécifiques,
des sujets de véhicules, par exemple pour le transport de personnes à mobilité réduite. Alors, j'ai cité VPMR, qui est une voiture pour personnes en fauteuil roulant. On pourrait citer un projet de camping-car avec un constructeur breton, camping-car lui aussi accessible à une personne en fauteuil roulant. J'ai mis Bicen, bon c'est un petit projet, mais ça va un peu dans le sens de votre question tout à l'heure. C'est un projet sur lequel on a travaillé avec Lille-Dieu, avec la mairie de Lille. L'idée a été d'expérimenter un petit véhicule utilitaire électrique pour les espaces verts. Donc un véhicule qui est silencieux, la OMC2 travaille avec nous là-dessus. Un véhicule qui est silencieux, qui permet de recharger des outils électriques. Donc ça veut dire que les services des espaces verts peuvent avoir des plages d'utilisation beaucoup plus importantes, ne pas déranger l'environnement, etc. Puis d'autres sujets autour de la sécurité routière avec les radars, biomatériaux avec des célastofibres, qui était un projet de développement de fibres de portière en matériaux composites, faisant appel notamment à de la fibre de lin. Bon, des projets process, des projets sur la mobilité électrique avec Andielec. Au niveau de l'agroéquipement, on est également sur des projets de tracteurs à motorisation hybride ou à motorisation électrique. Bon, on prend le développement durable évidemment en compte, mais ça, je crois que ça fait partie des choses qu'on va mettre en place tous ensemble au niveau des pôles. Donc de la mise en place de critères au développement durable. Alors nous, on a un petit peu commencé dans la sélection des projets. Alors il y a en gros 2 niveaux. Hein. Il y a le développement durable en termes d'objectifs, je dirais, directs du projet. C'est un peu votre projet, madame, sur le recyclage, et puis le développement durable qui peut être une retombée directe ou indirecte du projet. Donc on met en place des critères dans les grilles d'analyse, dans les grilles de sélection des projets. Et puis c'est aussi la prise en compte, bien sûr, du développement durable après, dans la mise en œuvre du projet. Donc des méthodes d'éco-conception, en termes de conditions de travail, etc. Et puis sur les retombées sociétales et environnementales du projet. Et puis de la mise à disposition d'outils. Alors bien sûr, on est Grand Ouest, donc un site à Rennes, un site à Nantes. Donc on commence nous aussi à pratiquer de plus en plus la visioconf et l'audioconf. Et on le fait aussi au sein d'Apollo 21 de plus en plus, hein, n'est-ce pas? Et puis pour aider les entreprises, on a mis en place il y a un an à peu près une plateforme collaborative, donc qui permet d'échanger des informations, des documents, des dossiers, caler des agendas, etc. Et ça permet donc, dans le cadre de projets collaboratifs, de permettre aux porteurs de projets d'échanger plus facilement et plus économiquement, je dirais, avec ses partenaires. Voilà, merci. Merci Gérard.